Dans mon pays, il y a un proverbe qui dit « Lorsque tu vas à l'étranger, ne danse pas le premier. Tu regardes d'abord comment on danse là-bas et tu danses à ton tour. » Voilà 13 ans que je vous vois danser. Maintenant, j'ai envie de danser avec vous. Mais au moment où j'essaie de danser avec vous, je vous observe. J'ai l'impression que vous allez un peu trop vite. Et là, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? J'augmente ma vitesse et je vous rattrape? Ou est-ce qu'à vous aussi, je peux dire, hé, vous allez trop vite, vous piétinez aussi de bonnes choses. Et vous savez à quoi cela se traduit? Aux questions que mes enfants me posent lorsque nous avons fini de manger. Il a 12 ans. Il est en 6e primaire. C'est le cadet de mes enfants. On finit de manger et il me demande, papa, est-ce que tu as la preuve que Dieu existe? Et moi, je me dis, en voilà un qui est en train de devenir belge. Hein? Je lui dis, mon fils, tu as la mémoire courte. Pourquoi tu me poses cette question ici? En Afrique, tu ne me l'aurais jamais posée. Hein? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Et je lui ai raconté comment ça se passe dans mon pays. Je lui ai dit, dans mon pays, un enfant de ton âge, hein, il se réveille le matin, il se lave, il prend son cartable, 8 km à pied, il va à l'école, il n'a pas mangé. Et il va rester à l'école jusqu'à l'après-midi. Hein. Vers 16 heures, de nouveau 8 km à pied, il rentre à la maison, il n'a pas mangé. Et quand il arrive à la maison, peut-être que maman est encore au marché. Il va attendre que maman revienne. Et si maman a bien vendu, on peut faire un bon repas, on va manger. Mais si maman n'a pas bien vendu, on grignote ce qu'elle a apporté et on va dormir. Deuxième jour, même scénario. Au troisième jour, quand maman a plus ou moins bien vendu, là, elle peut faire un bon repas. Et quand il y a un bon repas, c'est peut-être à un enfant de 6 ans qu'on va dire avant de manger, fais la prière. Oh, ça, vous devriez entendre. L'enfant qui dit, mon Dieu, je te remercie pour ce repas que tu nous donnes aujourd'hui. Donne la force à mon papa, donne la santé à ma maman. Comme ça, il travaille et moi, je pourrais encore manger. Et cet enfant d'Afrique, il va encore ajouter, mon Dieu, je te demande aussi d'en donner à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est la prière d'un enfant dans mon pays. Mais mon fils, ici, comme le vôtre, il se réveille le matin, il se lave. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Très bien. Il va à l'école en voiture, en bus ou en train. À 10 heures, il a un petit creux. Il mange. À midi, il a faim. Il mange. À 15 heures, il a un petit creux. Il mange. Le soir, il a faim. Il mange et entre les repas, il grignote. Normal hein, qu'il me demande, papa, est-ce que tu as la preuve que Dieu existe? Vous allez me dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous lui avez raconté? Je lui ai raconté une courte histoire que vous connaissez peut-être déjà. L'histoire de cet homme qui un jour va voir son coiffeur. Il s'installe et le coiffeur se met à le coiffer. Un moment, le coiffeur s'interrompt et il demande à son client, « Hey, tu crois vraiment que Dieu existe ?» Et l'autre lui dit, « Pourquoi tu me poses la question ?» Le coiffeur lui dit, « Je ne pense pas que Dieu existe. Si Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas autant de souffrances sur la terre. » Le type n'a rien dit, il a laissé l'autre philosopher. Et quand le coiffeur a fini, le type se lève, il met la main à la poche, il paye, au revoir, et il sort. Mais dès qu'il arrive dans la rue, il voit un homme, un SDF, avec une barbe jusqu'au nombril, des cheveux jusque sur les épaules, tout sale. Et il s'écrie, « Il n'y a pas de coiffeur dans cette ville. » Et le coiffeur qui entend, il sort, il dit, « Et moi alors ?» Et l'autre lui dit, « S'il y avait vraiment de coiffeurs dans cette ville, il n'y aurait pas comme ça des gens dans la rue. » Et le coiffeur qui dit, « Mais qu'est-ce que tu veux que moi je fasse si lui ne vient pas vers moi ?» Et l'autre lui dit, c'est la même chose avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse si tu ne vas pas vers lui? Je n'ai pas fini de répondre à mon fils, c'est ma fille, 17 ans, qui me pose aussi sa question. Papa, comment tu réagirais si jamais je devais me marier avec un Européen? Je n'ai même pas encore répondu à sa question, c'est mon fils qui réagit. Pour combien de temps? Et moi, je dis à mon fils, il ne faut pas faire les rabat-joie. Je dis à ma fille, à partir du moment où tu l'aimes et qu'il t'aime, tu peux te marier. Mais il y a des préalables, hein, ma fille, il y a des préalables. Et ma fille me dit, c'est quoi les préalables, papa? Allons-y, tant qu'on y est, je voudrais savoir. Et là, je lui ai rappelé un proverbe de mon pays qui dit, un objet qu'on a ramassé dans le jeu. Il y a beaucoup de chances de le perdre dans le jeu aussi. Hein. Ton Européen, là, tu l'as rencontré où? Dans une boîte de nuit, c'est pas interdit, hein, mais rassure-toi qu'il t'a vu aussi à la lumière du jour.
Et lorsque tu as la preuve qu'il t'a vu à la lumière du jour, tu attends qu'il te dise le matin ce que tu as entendu la veille. Il y a tellement de bruit dans une boîte de nuit, tu peux avoir entendu autre chose que ce que lui a vraiment voulu te dire. Et une fois que vous êtes d'accord sur ce point-là, tu lui apprends à me parler, hein, à ton Européen là. Quand il viendra chez moi, qu'est-ce qu'il va me dire? Monsieur, moi et ta fille, c'est fort. Nous allons faire un petit bout de chemin ensemble. Je vous préviens déjà, hein, l'Européen qui vient chez moi, il ne me parle pas comme ça. Hein. Il parle comme on parle en Afrique. En Afrique, un gendre qui arrive dans la belle famille, il dit, papa, maman, je viens naître chez vous. Eh oui, c'est comme ça qu'on dit dans mon pays. Et moi, je lui dirais, puisque ma fille t'aime, elle a ouvert la porte, je n'ai pas le droit de la fermer. Entre chez moi, tiens, tu deviens mon fils. Et voilà, l'Européen devient mon fils. Et ma fille devient la fille de ses parents. C'est ça qu'on appelle chez nous, naître dans la belle famille, avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Et une fois que nous sommes d'accord sur ces chapitres-là, nous allons permettre à nos enfants de sceller les réunions. Je vais utiliser une image. Il faut mettre un cadenas pour dire nous avons scellé notre réunion. Il faut un rite qui scelle. Mais lorsqu'ils vont mettre leur cadenas, ils vont me laisser la place de mettre mon cadenas aussi. Hein. J'en ai d'ailleurs plus gros que le leur. Je viendrai avec mon cadenas, je mettrai mon cadenas. J'appellerai mon épouse, amène ton cadenas. Elle mettra son cadenas. Nous appellerons les parents européens, amenez vos 2 cadenas. On mettra leur cadenas. On appelle les potes, amenez vos cadenas. Ils viendront avec les cadenas. Le village, amenez les cadenas. Il y aura tellement de cadenas que le jour où le vôtre saute, vous deux là, c'est pas grave, les autres sont nombreux, ils vont tenir le couple. Et puis après, il faut installer nos enfants. Si dans la salle, au moment où je suis en train de parler maintenant, vous les jeunes qui m'entendez, et qui avez comme projet de vous installer avec votre copine ou avec votre copain dans quelques semaines, ne partez pas les mains vides. Exigez de vos parents des cadeaux. Dites-leur que c'est Pichi Banda qui a dit. Et vous les parents qui êtes dans la salle, s'il vous plaît, ne laissez pas partir des enfants comme des orphelins. Donnez-leur des cadeaux qui les accompagnent. Quand ils vont regarder ça, ils vont se souvenir de vous. Eh oui. Moi, je vois cette femme européenne qui fait le ménage dans la maison. Elle arrive devant la cheminée, elle prend un objet qu'elle nettoie avec beaucoup d'émotion. Et sa fille regarde sa maman. Maman, tu pleures. Oui, ça vient de ma maman à moi. Elle m'avait donné quand j'avais ton âge et que je venais chez moi. Oh, ça fait chaud au cœur. Hein? Elle va plus loin, elle prend un autre objet. Ça, c'est mon papy qui m'avait donné. L'autre, là, c'est ma marraine qui m'avait donné. Ils s'étaient tous cotisés quand je venais chez moi. Oh, ça fait chaud au cœur, non? Surtout si l'objet a été donné par quelqu'un qui est déjà parti de l'autre côté. Ça nous relie à lui, non? Vous connaissez de ces objets que vous pleurez. Lorsque les cambrioleurs sont venus dans la maison, ils ont volé et vous commencez à pleurer. Ils auraient dû prendre tout ce qu'ils voulaient. Mais cet objet-là, je le tenais de ma mère, qui la tenait de sa mère. C'était familial, cet objet-là. Ça fait chaud au cœur, non? Alors si vous pouvez pleurer des objets familiales, pourquoi ne pas donner à nos enfants aussi des objets qui les accompagnent? Comme ça, quand ils vont regarder, ils vont se souvenir de vous. Moi, ma fille, elle n'a que 17 ans. Je me prépare déjà. Le jour où elle va partir chez elle, elle aura de moi beaucoup de cadeaux et des cadeaux qui pèsent lourd. Je vais vous expliquer pourquoi. Parfois, on me dit, puis arrête de nous donner des leçons. Chez toi, en Afrique, ça ne va pas. D'accord. Je sais qu'en Afrique, il n'y a pas toujours des choses qui se passent bien. D'ailleurs, dans mon pays, le verbe répudier a encore son sens. Un homme peut répudier sa femme. Vous savez comment ça se passe? Leur cadenas est cassé. Les autres cadenas sont cassés. L'homme va dire, puisqu'on ne peut plus vivre ensemble, chérie, fais tes valises, tu peux partir. Mais si jamais moi je dis ça à ma femme, vous savez comment elle va réagir? Elle va faire comme si elle n'a rien entendu. Je lui dis, mais je t'ai dit de partir. Elle va faire comme si elle n'a rien entendu. Mais si je dis ça, beaucoup de fois dans la journée, et plusieurs fois de suite, ma femme va dire, ah, c'est sérieux alors? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça vient de mon papa, je ne vais pas laisser. C'est ma marraine qui m'avait donné, je ne vais pas laisser. Ça, c'est mon papy qui m'avait donné, je ne vais pas laisser. C'est ça qu'on appelle faire sa valise. Hein? Donc, donner à nos enfants de quoi faire la valise au cas où. Et quand ma femme va faire sa valise, elle va transporter la valise jusqu'à la porte. Mais là, à l'intérieur de la maison, elle dépose sa valise. Elle m'appelle, viens, et je viendrai. Tu veux vraiment que je parte? Je dis oui. Elle me dira, sors ma valise alors. C'est moi qui dois la sortir. Si moi je n'ai pas sorti la valise de ma femme, c'est elle-même qui a sorti la valise, tous les gens qui avaient mis des cadenas vont lui poser la question, qu'est-ce que tu nous fais là?
Et nos cadenas, tu en fais quoi? Elle va dire, c'est pas moi, c'est lui qui m'a dit de partir. Et les gens viendront me poser la question, t'as dit à ta femme de partir? Je répondrai, non. Ma femme me dira, mais tu as dit. Et je dirai à ma femme, j'avais dit comme ça. Dans mon pays, il y a une différence entre dire comme ça et dire vraiment. Quand vous parlez avec un Africain, faites attention. Demandez-lui, vous dites comme ça ou vous dites vraiment? Quelle différence y a-t-il entre dire comme ça et dire vraiment? Dire comme ça, c'est ce que vous aussi vous appelez ici sur un coup de tête. Tiens, une parole qui vous échappe. Vous ne l'aviez pas pensé. Elle est partie plus vite que vous. Elle a même fait mal, hein, mais tout compte fait, vous ne l'aviez pas pensé. Vous la regrettez. Elle a même blessé. En Afrique, on appelle ça dire comme ça. Mais dire vraiment, ça veut dire. Ma femme me dit, sors mes valises. Je prends la première valise. Et il y a intérêt à ce qu'elle pèse. Parce que si elle pèse, je vais devoir la poser pour souffler. Et pendant que je souffle, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je sors la valise de ma femme. Je la sors quand même. Je prends une deuxième. Là, si j'ai sorti toutes les valises, là, j'ai dit vraiment. Donc, vous voyez, une parole comme ça c'est dire comme ça. Et dire vraiment, ça veut dire la parole appuyée par un rite. Et le rite donne du sens à la parole. Mais ma femme, à moi, elle m'a prévenu. Hein. Elle m'a dit, moi, tu ne me dis pas ça. Que ce soit comme ça ou vraiment, dès que tu oses, je pars moi-même. Je ne veux même pas attendre que tu la sortes. J'ai mon amour propre. Il est permis qu'une femme puisse avoir de l'amour propre. Alors imaginez une femme qui a de l'amour propre. C'est elle-même qui sort sa valise. Elle marche dehors. Mais pendant qu'elle marche dehors, elle peut aussi se poser la question. J'ai dit comme ça ou j'ai dit vraiment? Si elle réalise qu'elle avait dit comme ça, elle peut vite rentrer avec sa valise dans la maison, mais à une condition, qu'elle revienne le même jour. Si elle passe une seule nuit dehors, elle perd son droit de revenir dans la maison. À ce moment-là, si elle veut revenir, elle ramène la valise, elle met à la porte, mais à l'extérieur. Et elle me demande, moi, si je veux bien la rentrer encore dans la maison. Vous voyez comment les Africains sont intelligents? Celui qui sort la valise n'a pas le droit de la rentrer. Comme ça, il réfléchira à 2 fois avant de la sortir. Quand je raconte ça en Europe, on me dit, puis t'as pas honte? Vous savez humilier les femmes en Afrique, vous. Les dames, ne vous en faites pas. Les Africains sont tellement intelligents, ils ont tout prévu. Même des astuces pour ne pas humilier nos femmes. Lorsque je dis que c'est moi qui ai le droit de rentrer la valise, ce n'est pas seulement moi, Pichibanda. C'est tous ceux qui sont du côté du mari. Ça peut être mon père, ça peut être ma mère, ça peut être ma soeur, ça peut être mon cousin, quel que soit son âge. Alors une femme intelligente, qui a beaucoup d'amour propre, elle ne va pas se rabaisser en me demandant « Est-ce que tu veux bien rentrer ma valise ?» Non, elle va profiter de mon absence. Elle sait que je suis au travail. Elle achète un bout de chocolat. Elle passe chez mes parents. Elle appelle mon frère qui n'a que 7 ans. « Eric, viens, prends le chocolat. Viens avec moi. » Et le petit, il va avec sa belle-sœur. Il ne sait pas à quoi il va participer. Il arrive. « Allez, mets tout ça là-dedans. » Et le petit qui prend, qui met, le petit qui prend, il met. Et quand moi je viens à midi, je demande, mais qui t'a dit de remettre tes valises, tu étais parti? Ah, c'est pas moi, c'est Eric. Et la coutume chez nous veut que ce qu'Eric a remis dans la maison, quel que soit son âge, moi je n'ai plus le droit de le faire sortir de nouveau. C'est pour ça qu'en Afrique, on dit aux dames, soyez gentils avec les frères de votre mari, c'est eux qui vont remettre vos valises dans la maison. Si vous n'êtes pas gentil, il n'y a personne qui remet votre valise dans la maison. Vous comprenez pourquoi je dis, ma fille à moi aura beaucoup de cadeaux qui pèsent lourd. Une machine à laver les vêtements, une cuisinière, un frigo, des choses qu'elle ne saura jamais sortir toute seule. Et en Afrique, ça s'arrange. Nous n'avons pas d'entreprise de déménagement. Alors vous voulez qu'elle sorte tout ça, elle va appeler au secours la famille, au secours les voisins. Aidez-moi à sortir tout ça. Or, tous ces gens-là, ils avaient mis des cadenas. Ah, vous allez vous expliquer devant tout le village. Hein. Ils peuvent même vous mettre en quarantaine. Hein. Et vous allez réfléchir à 2 fois avant de dire à votre femme, madame, prends tes valises, va-t'en. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe dans mon pays. Je suis en train d'expliquer tout ça à mes enfants. On sonne à la porte. Je vais ouvrir. Cette fois-ci, c'est une fille européenne qui vient. Des larmes jusque-là. Monsieur, je vais me suicider. Je dis, oh, arrête-moi ces verbes-là. Je l'ai beaucoup entendu conjuguer depuis que je suis en Occident. Mais c'est quoi ces pays où les vieux n'ont pas envie de mourir, les adultes n'ont pas envie de vieillir, ce sont les enfants qui veulent se suicider. Nous, on a fui la mort en Afrique, non? On est venu chez vous croyant qu'il y a la vie.
Et vous, vous voulez mourir. Et votre pays, vous allez les laisser à qui? Alors, régularisez tous les Africains, comme ça, on prend votre pays après. Je reviens à la fille belge. Je lui dis, ma fille, pourquoi tu veux mourir? Laisse-moi te raconter. Nous, en Afrique, allez un peu en Afrique, faites un sondage auprès des Africains. Dès que vous voyez un Africain qui passe, appelez-le. Dis, tu penses que Dieu existe? Il va dire oui. Demandez-lui, est-ce que Dieu est bon? Il va dire oui, oui. Est-ce qu'il est parfait? L'Africain vous dit non, Dieu n'est pas parfait. La preuve, il a créé la mort. Il n'aurait pas dû créer la mort. À partir du moment où il a créé la mort, il n'est pas parfait. Pour vous montrer à quel point nous, on aime vivre. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire que mon grand-père nous racontait au village. Eh bien, imaginez une fois un village où les gens vivent heureux, mais pas tout à fait heureux. À l'idée qu'un jour la mort viendrait, les gens devenaient tristes. Voilà qu'un jour, 3 jeunes gens du village, ils vont voir le vieux. Vieux, montre-nous où se cache la mort. Nous allons tuer la mort, comme ça il n'y aura plus personne qui mourra dans notre village. Et le vieux qui leur dit, on n'a jamais tué la mort. Même si vous lui faites la guerre, vous allez la différer. Mais tôt ou tard, c'est la mort qui vaincra. Regardez votre nez. Il est incliné vers le sol, non? C'est un signe que tous nous irons dans le sol. Non, nous, on a des armes. Tu nous montres où elles se cachent, nous tuons la mort. Ils insistent. Le vieux dit, très bien. Vous voyez la forêt qu'on voit par là? Vous allez tout droit. Vous la contournez par la droite et vous entrez là-dedans. Cherchez bien. Vous verrez un grand arbre avec un tronc tout blanc. Cherchez bien autour de cet arbre-là. Vous verrez la mort qui se cache. Et ils prennent les arbres, et ils courent, ils arrivent dans la forêt, et ils cherchent, et ils voient l'arbre. Ils commencent à chercher tout autour de l'arbre, ils ne voient pas la mort, et ils se mettent à appeler, mort, où est-ce que tu es? Et la mort ne se montre pas. Lâche, maintenant tu te caches, et tu viendras la nuit, sur le pointe des pieds, nous prendre des êtres aimés. Montre-toi maintenant, on va se battre. Et la mort ne s'est pas montrée. Alors il y a un qui dit à ses copains, mais peut-être que le vieux n'a pas voulu que nous affrontions la mort. Et si on retournait lui poser la question? Il décide de retourner. Il marche, mais juste au moment où ils vont sortir de la forêt, il y a un qui regarde par terre, il voit comme une caisse enfouie dans le sol. Hé, venez! Et il montre la caisse. C'est quoi ça? Et ils creusent, ils exhument une caisse. Ils ouvrent, c'est pas la mort qui était dedans. Il y avait un trésor. Oh, regarde le vieux, nous on lui demande de nous indiquer où se cache la mort. Et lui nous envoie trouver un trésor. Raison de plus pour tuer la mort. Comme ça, nous allons profiter de notre trésor. On se partage? Le plus sage des trois dit pas si vite. Nous ne savons pas qui a mis ça là-dedans. Ça peut nous porter malheur aussi. Hein? Si vous voulez, on fait d'abord un rite et puis on se partage. Oui, mais le rite, il faut du vin. Nous n'avons pas du vin. Ah bien, on va tirer au sort. On désigne quelqu'un parmi nous 3. Il rentre au village acheter à boire. D'accord? D'accord. Il tire au sort. Il désigne l'un d'entre eux. Surtout, tu ne dis rien à personne. Hein? Tu arrives au village. Tu achètes à boire et tu ramènes ici. Tu ne dis rien. Je ne dirai rien. Et le type, il est allé au village. Pendant qu'il est parti, les 2 qui sont restés là, voilà qu'il y a un qui dit à son ami, hé, et si on les tuait à son retour? Comme ça, au lieu de partager en 3, nous partageons en 2. Nous serons encore beaucoup plus riches. Ouais, d'accord, tape là. S'entendre comme ça. Et le type, il est arrivé au village, hein, et le type, il a acheté à boire. Et le type, il est sur le chemin de retour. Mais sur le chemin de retour, lui aussi, il a une idée géniale. Et si j'ai tué mes 2 amis là, comme ça, au lieu de partager en 3, je garde tout pour moi. Et il prend du poison, il met dans les 2 bouteilles, et il court. Il arrive dans la forêt, il s'incline à peine pour déposer les bouteilles, l'un avec un gourdin, pas sur la nuque. Le type, il tombe raide mort. Et chacun prend sa bouteille. À la santé, à la santé. Et dès qu'ils ont fini chacun sa bouteille, je vous assure, ça n'a pas pris 3 minutes. 2 minutes à peine, le premier, ah, j'ai mal au ventre. Le deuxième, ah, moi aussi, il commence à vomir. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Trop tard, il était déjà mort. Ils comprennent que le type a eu la même idée que, mais on va mourir, courons vite au village, nous faire soigner. Ils se mettent à courir. Le premier fait à peine 12 mètres. Il tombe, il meurt. L'autre fait 13 mètres. Il tombe, il meurt. Ils sont morts tous les 3. Vous voyez, ils cherchaient la mort, n'est-ce pas? Ils l'ont trouvé, hein? Ne perdez pas le fil des idées. J'ai mon fils qui me dit, papa, est-ce que tu as la preuve que Dieu existe? J'ai ma fille qui me dit, et si je me marie avec un Européen? J'ai cette fille belge qui veut se suicider. Maintenant, je reviens à la fille belge. Ma fille, dis-moi, pourquoi tu veux te suicider? C'est à cause de ma maman. Oh, arrêtez d'accuser vos mamans. Je ne connais pas une seule maman au monde
qui ne soit pas pour l'intérêt de son enfant. Mais pourquoi vous les jeunes, à l'adolescence, là, quand votre crise vous perturbe, vous accusez tout le temps maman, papa. Elle ne vous a rien fait, ta maman. Qu'est-ce qu'elle a fait, ta maman? Elle ne veut pas que j'aille dormir chez mon copain. Ah, c'est ça le problème. Tu as quel âge? J'ai 15 ans, mais je me sens prête. Moi, quand un enfant me dit j'ai 15 ans, je me sens prête, je lui dis montre-moi un peu ton bulletin. Et je vous dis, le bulletin n'est pas toujours prêt, lui. Hein? Et moi, vous savez, quand vous avez dans des familles où ça ne va pas, où les enfants ont des mauvais bulletins, hein, vous savez les voir même à partir de leur habillement. Le pantalon, il est sur les fesses. Et quand il marche, hein, les jambes sont écartées pour que le pantalon ne tombe pas. Vous lui dites, mais comment veux-tu réussir, mon fils? Au lieu de t'habiller normalement, tu marches, le pantalon serré, tu réfléchis à ce que tu as étudié à l'école. Toi, tu es le pantalon là, préoccupé par les fesses, parce que le pantalon va tomber, et tu marches comme ça. Et quand on leur dit, vous savez ce qu'ils nous répondent? Papa, t'es pas branché. Je lui dis, mais c'est pas bon, mon fils. Eh, papa, t'es out, t'es pas in. Je lui dis, va demander à ton papy qui a fait la guerre mondiale. Il va te le dire, hein, pendant la guerre. Si on fait de vous un prisonnier de guerre, une chose qu'on va vous confisquer pour vous affaiblir, vous savez c'est quoi? C'est la ceinture, tiens. Et quand vous avez un pantalon qui tombe, vous êtes faible, vous ne savez plus vous battre. C'est pour ça que dans votre langue, vous avez même une expression, serrer la ceinture, tiens. Quand la ceinture est serrée, vous êtes plus fort, non? Non, là, et vous marchez comme ça. Et il piétine le pantalon, hein? Et le pantalon est en train de se trouer, hein? Ne lui faites pas la remarque. Hein? Vous préparez-vous seulement à acheter un autre pantalon. Si vous lui faites la remarque, il va aller se suicider. C'est quoi? On m'a dit de remonter mon pantalon. Interdiction de remonter le pantalon. Alors je reviens à la fille belge. Je dis, ma fille, nous allons récapituler. Si j'ai bien compris, tu as un petit ami à 15 ans. Oui. D'accord. De temps en temps, tu vas chez lui? Oui. De temps en temps, il vient à la maison? Oui. Maman est au courant? Oui. Alors, il est où le problème? Il est où? Mais je vais aller dormir là-bas. Parce que tu n'as pas un matelas chez toi? Et c'est pour ça que tu veux te suicider? Oui. Ma mère est trop sévère. Très bien. Écoute-moi, ma fille belge. Je ne t'interdis pas de te suicider. Tu vas te suicider tout à l'heure. La seule chose que je te demande, c'est 15 minutes. Tu te mets là. Tu la fermes et je te raconte mon éducation sexuelle à moi. Et quand on aura fini, on verra qui de toi ou de moi aurait dû se suicider. Je vous vois venir. Hein? Vous allez me dire, et puis vous, c'était en Afrique. Pas n'importe quelle Afrique. Hein? L'Afrique des Belges. Moi, j'étais éduqué par les Blancs. Alors, vous allez m'écouter. Pendant 10 minutes, je vais vous raconter l'éducation sexuelle que j'ai reçue des Blancs. Et on verra qui de toi ou de moi doit se suicider. Comment est-ce que les Blancs faisaient quand ils venaient chez nous? Ils cherchaient un bel endroit où ils vont construire une belle église au milieu du village. Chapeau. Une fois l'église construite, là, à l'extrême droite, il y avait l'école des garçons et l'internat des garçons. Là, à l'extrême gauche, il y avait l'école des filles et l'internat des filles. Entre l'église et l'école des garçons, il y avait les couvents de pères et un camp de professeurs. De l'autre côté, les couvents de sœurs et un autre camp de professeurs. Et la route passe devant. Vous ne pouvez pas passer de là à là sans qu'on vous ait vu. Hein. Si vous essayez, un professeur va vous voir. Si un prof ne vous a pas vu, un prêtre va vous voir. Si un prêtre ne vous a pas vu, de toutes les façons, Dieu va vous voir devant l'église. Et si Dieu ne vous a pas vu, une sœur va vous voir. Si une sœur ne vous a pas vu, un autre prof vous verra. Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas passer par l'arrière? L'arrière, c'était les cimetières. Et les cimetières en Afrique, c'est un barrage naturel et efficace. Parce que les Noirs pensent que les morts se promènent la nuit. Il n'y aura personne qui ira s'aventurer par là. Pour une fois, les Blancs étaient d'accord avec notre croyance. Parce qu'elle pouvait servir à quelque chose. Filles et garçons, nous n'avions pas le droit de nous voir. Le seul endroit où on pouvait se voir, c'était à l'église. Et l'église était en forme de croix. Nous, les garçons, nous venons avant, nous nous mettons dans la longueur de la croix.
Les filles viennent après, elles se mettent dans la largeur. Et on laisse suffisamment d'espace pour ne pas nous voir, hein, mais on s'entend chanter. Si on veut voir une fille et être vue, il faut aller à la communion. Alors là, en état de grâce ou de péché, c'est tout le monde qui allait communier. D'ailleurs, nous étions toujours en état de grâce. Parce que le Père nous confessait tout le temps. Et même quand on lui disait, je n'ai pas péché, je suis à l'internat, il nous disait, c'est ça ton péché, de croire que tu n'as pas péché. Parce que de notre temps, on péchait en pensée, on péchait en parole, on péchait par action et même par omission. Donc quelque part, il fallait avoir péché. De temps en temps, on voyait le père en colère, la sœur en colère. Un événement grave est arrivé dans le village. Et vous savez c'est quoi l'événement grave qui est arrivé? On a intercepté une lettre d'amour qui allait de l'internat des garçons à l'internat des filles. Ces jours-là, la machine judiciaire se mettait en branle. On mène les enquêtes et on cherche les coupables. C'est lui qui a écrit la lettre, viré de l'école. Hein? Le passeur, viré de l'école. La fille à qui la lettre était destinée pouvait aussi être virée de l'école, sauf si l'analyse du contenu de la lettre montre que c'était la première lettre. Et encore, on va lui demander qu'est-ce que tu aurais répondu. Et de la réponse qu'elle va donner dépendra la décision qu'on va prendre à son endroit. Il n'y avait rien de méchant dans ces lettres-là. Dans le cœur gauche en haut, nous avions l'habitude de dessiner un cœur avec une flèche. En bas, c'était une rose d'amour et au milieu, un poème. C'était suffisant pour être renvoyé de l'école. Et lorsqu'on nous renvoyait d'une école comme ça, on ne rentrait pas à la maison, hein, parce que mon papa m'attend avec une machette. Il n'a pas sacrifié toute la récolte de la saison pour que j'aille me faire renvoyer à l'école et on ne rembourse pas. Alors quand mon papa est à la maison avec la machette, moi j'ai intérêt à trouver une autre école avant qu'il ne sache que j'ai été renvoyé. Et on pouvait faire 50 km à la ronde, il n'y a pas une autre école. Et lorsque vous avez marché 60 km à pied, vous arrivez dans une autre école, le directeur de l'autre école est de la même congrégation religieuse que celui qui vous a renvoyé. Quand vous arrivez, il est déjà au courant du forfait que vous avez commis. Et vous nous renvoyez pour ça. J'ai beau me dire que je suis en Europe. J'ai beau me dire que nous sommes en 2009. Je n'arrive toujours pas à m'y faire. Lorsque j'arrive dans une école d'ici, pendant que les profs enseignent, je vois une fille, la tête sur l'épaule d'un garçon, le pied sur les genoux d'un autre garçon. Elle lève même les doigts. Monsieur, j'ai pas compris. Ne lui demandez pas de bien se tenir, hein, sinon il va aller se suicider. C'est quoi, on m'a dit de bien me tenir. Un jour, on a vu dans une école, là, la prof qui entre. Elle voit deux en train de s'embrasser devant la classe et tout. La pauvre, elle se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a quand même attendu un peu. Et comme ça n'arrêtait pas, très gentiment, est-ce que vous pourriez interrompre parce que moi je dois enseigner? Et la fille, tout en tenant les garçons, regarde la dame. Madame, on voit que tu es célibataire. Hein? Authentique. Hein? Authentique. Authentique. Moi, je suis curieux de venir chez vous demain dimanche. Je suis curieux de venir chez vous pendant les jours de congé, voir à quelle heure votre enfant de 14, 15, 16, 17 se réveille le matin. C'est devenu un problème maintenant. Hein? Vous entendez au premier otage, papa au secours. Et quand vous montez, votre fille contre sa mère. Ah mon Dieu, c'est la fille qui parle. Qu'est-ce que j'ai fait pour naître dans une famille comme celle-ci? Toutes nos familles sont mauvaises. Hein? On devrait une fois échanger. Hein? La nôtre n'est pas bonne, va chez le voisin. Et l'enfant du voisin ici, reste là 3 mois et l'enfant du voisin chez moi 3 mois. On va voir ce que ça donne. Ah, pourtant j'étais de bonne humeur. Maman, tu m'as gâché ma journée. Et le papa qui dit, demande à sa femme, qu'est-ce qu'il y a? Madame montre la montre, 11 heures. Et le papa dit, mais ma fille, il est 11 heures. Tu t'y mets toi aussi? Tu prends parti pour ta femme. Ce n'est plus maman. Hein. Tu prends parti pour ta femme. Ah, mon Dieu, pourtant j'étais de bonne humeur. Arrange ton lit. Ça sert à quoi pour que le soir j'y rentre? N'insistez pas pour qu'elle arrange son lit. Hein. Sinon, il va aller se suicider. C'est quoi? On m'a dit d'arranger mon lit. Mais nous, à l'internat des pères missionnaires, on se réveillait tous les matins à 5 heures. Tous les jours, hein. 5 minutes pour se débarbouiller. Et vous savez où on allait? À l'église. La messe tous les jours. Quand je compte le nombre de messes auxquelles j'ai participé pendant que j'étais à l'internat, je peux les mettre dans les dimanches qui me restent à vivre. Hein. J'en ai assez jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Après la messe, déjeuner. Après déjeuner, études du matin jusqu'à 8 heures.
8 heures, le prof arrive. Il n'y a pas de balai de véhicule, tout le monde est interne. Le prof arrive, ils enseignent jusqu'à midi. Midi, repos 15 minutes, réfectoire. Après réfectoire, repos 15 minutes, et puis 13 heures, études de l'après-midi jusqu'à 14 heures. 14 heures, le prof revient. Ils enseignent jusqu'à 16 heures. 16 heures, travaux manuels et sport, parce qu'il faut se défouler. 17 heures, études du soir jusqu'à 18h30. 18h30, réfectoire. Après réfectoire, repos 30 minutes. 19h, études du soir jusqu'à 21h. 21h, chapelle. Chapelle, dortoir. On commence à l'église, on termine à la chapelle. Et quand on a été à la chapelle, on ne parle plus. Vous dormez, vous avez prié, dormez avec la prière dans la bouche. Après la prière, vous ne prononcez plus une parole profane. D'ailleurs, le Père nous accompagne au dortoir. Hein. Et il a un sifflet. Alignez-vous. On s'aligne. Avancez. Nous avançons. Entrez. On entre. Chacun devant son lit. Signe de la croix alors qu'on vient de la chapelle. Entrez dans vos lits. Dormez. Et on dormait. Hein. Nous en avons même gardé des séquelles. Un jour, j'ai vu une femme européenne mariée à un Congolais. Et la femme européenne qui me dit, monsieur, est-ce que vous êtes tous comme mon mari? Je dis, quoi comme ton mari? Il me dérange au lit, mon mari. Je dis, te dérange, ça veut dire quoi, madame? Ça veut dire quoi? Écoute, monsieur, quand on arrive avec lui au lit, il va se mettre à me raconter les histoires d'Afrique. Et j'aime bien l'écouter. C'est comme si je voyageais avec lui. Mais le problème est qu'il va me raconter comme ça. Et puis, d'un moment à l'autre, il dit, c'est fini maintenant, je dors. Une minute après, il ronfle. Je le réveille, je dis, mais moi, je ne dors pas encore. Il dit, mais dors toi aussi. Moi, je ne sais pas dormir comme ça. J'ai dit, madame, il a été à l'internat. Oui, il a appris à dormir. Et la dame qui me dit, mais monsieur, tu devrais voir comment il dort, hein? Les bras le long du corps, comme si elle était au garde à vous devant un drapeau. J'ai dit, madame, comment tu penses que les Blancs nous ont appris à dormir? Qu'est-ce que tu penses que les surveillants faisaient quand il avait fini de nous endormir? Ils surveillaient pour voir si on dormait convenablement. La bonne position, c'était celle-là. Et mieux que celle-ci, là, il prie même dans le sommeil. Je suis curieux de venir chez vous à 19h30 pour suivre les infos à la télé. Nous sommes de plus en plus nombreux, les parents, qui n'avons plus le droit de suivre les infos à la télé. Vous savez pourquoi? Parce qu'à 19h30, c'est Homer Simpson qui passe. Vous leur dites, c'est les infos. Non, papa, tu vas voir à 22h ou à minuit. Nous, on regarde Homer. Et ils sont sages devant, en train d'applaudir un anti-héros. Homer Simpson. Mais nous, qu'est-ce qu'on avait comme distraction à l'internat des Blancs? On avait un film tous les dimanches. Encore en noir et blanc. Et quel film? Et quel film? Laurel et Hardy. Charlie Chaplin. Curé d'Ars. Sainte-Thérèse de Lisieux. Père Damien. Ça, c'est le film que nous avions. Et pendant que notre père directeur projette le film, il lui avait d'interrompre la projection, de rembobiner une grosse partie parce qu'il avait vu le film avant. Et ce qu'il rembobine là, c'est des choses que nous n'avons pas le droit de voir. Un homme et une femme qui s'embrassent, c'était très mauvais pour notre éducation. La seule image de l'homme et de la femme que nous avions le droit de voir, c'est la femme à une fenêtre d'un château fort là, inaccessible. Et l'homme comme un troubadour avec une guitare en dessous, en train de jouer pour essayer d'attirer son attention. Eh oui, c'est ça la seule image que nous avons. Mais notre père directeur n'était pas toujours méchant. Parfois, il était de bonne humeur. Soit il a reçu de l'Europe une lettre avec de bonnes nouvelles, ou alors il a mangé son mets préféré. Alors là, il était content. Et quand il était content, ça pouvait se répercuter sur nous. Il nous appelle à 16h. Qu'est-ce que vous avez prévu? Un match de foot. Nettoyez l'internat, que tout soit propre. Je vais demander à la sœur, les filles viendront voir votre match. Oh là là, ce match-là, nous l'appelions match officiel. C'est-à-dire, les filles viendront. Vous allez voir ces jours-là, même quelqu'un qui n'a jamais bien joué au football, qui va s'agenouiller devant les capitaines. Dit, je sais que je ne suis pas un bon joueur, mais les filles seront là. Dit, tu m'alignes même pour 5 minutes. Je mets le maillot numéro 8. Comme ça, quand j'écrirai la lettre aux filles, je dirai c'est moi qui avais le numéro 8. Et il peut vous donner tous les desserts de la semaine, hein, pourvu que vous les mettiez sur l'équipe. Mais les filles seront là. Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas rester aux alentours et parler avec les filles? Nous n'avons pas le droit de parler avec elles. Elles viennent avec une sœur qui surveille. Elles se mettent là. Et nous, les garçons, loin là-bas. On regarde les matchs. Mais au moins, celui qui joue, la fille le voit. Je n'oublierai jamais un collègue à moi. Un jour, un mardi, aux entraînements, il s'est foulé le pied.
Il avait un pied gonflé, le pauvre, et il marchait avec une canne, et il souffrait. Mardi, il marche comme ça, mercredi, et jeudi, le père nous appelle, il dit, dimanche, le match est officiel. Le type regarde sa jambe, et il dit, non, ça pourrait aller. Hein. Nous, on lui dit, non, c'est gonflé. Non, 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 ça pourrait aller, donnez-moi la balle, je vais essayer. Et c'est gonflé, non, ça ira. Il a joué comme s'il n'avait rien. Mais le soir au dortoir, il s'est mis à gémir comme une bête qu'on égorgeait. Nous, on lui a dit, tu la fermes, nous, on doit dormir. Pense au but que tu as marqué. Oh là là, les filles, elles savaient nous motiver, nous. Hein. Et nos profs, c'était des jeunes Européens qui venaient chez nous pour leur service militaire de 2 ans. Alors avec eux, on faisait des gymnastiques, soit en hauteur, soit en longueur. Et vous savez, dans toutes les classes, vous avez souvent un élève inapte. Même un maître comme ça, il n'a jamais sauté. Hein. Et nous en avions un. Lui, il tombait tout le temps et on se marrait bien. Voilà, nous sommes en train de sauter à l'extérieur. On arrive juste autour de l'élève qui n'avait jamais sauté 1 mètre. Oh, quelle coïncidence! La sœur vient passer là avec une classe de filles. Et elle s'arrête un peu pour voir. Et vous voyez cet homme qui n'avait jamais sauté 1 mètre, hein, qui dit au prof, c'est trop court, soulevez encore un peu. On a soulevé, il a sauté. Hein. Les filles, elles savaient nous motiver, nous. Hein. Tout ce que je vous raconte là, c'est à l'internat des garçons. À l'internat des filles, c'était la même discipline, mais quelque chose en plus. Les filles sont belles, les filles sont propres, elles gaspillent de l'eau. On va les empêcher de gaspiller de l'eau. Alors la douche à l'internat des filles, c'est une séance spéciale. Il y a une sœur chargée de surveiller. Elle a son sifflet, elle aussi. Prrr, alignez-vous. Et les filles s'alignent. Prrr, avancez. On avance. Prrr, entrez dans les douches. Prrr, allez vos vêtements. Prrr, sous la douche. Et la sœur est à un endroit où elle surveille tout le monde. Et c'est elle qui a la vanne. Attention, au coup de sifflet, vous vous laissez tremper. Prrr, stop. Savonnez-vous. Rincez-vous. Allez, enlevez le savon quand je siffle. Prrr, stop. Essuyez-vous, habillez-vous, sortez. Si vous êtes là, vous sortez avec du savon. Hein. 3 minutes, hein, douche à l'internat. Il ne fallait pas gaspiller de l'eau. Hein. Alors vous, les jeunes qui êtes dans la salle, je voudrais vous dire que cette formation que j'ai reçue, peut-être que votre papy l'a reçue aussi. Peut-être que votre mamie aussi. Et peut-être que même votre maman a eu des conséquences de cette histoire-là. Et ça peut donner des situations magnifiques aujourd'hui. Et c'est quoi ces situations? Allez, vous avez fini de manger. Ce jour-là, votre fils de 17 ans est de bonne humeur. Et il veut vous montrer qu'il est bien. Il vous aime beaucoup, maman. Alors il a décidé de vous aider. Alors après avoir mangé, il va débarrasser son assiette. Et pendant qu'il marche jusqu'à l'évier, il attend que vous le félicitiez. Mais il a pris son assiette. Et il arrive devant l'évier. Et il met l'assiette comme ça sous les robinets. Et il ouvre les robinets. Donc, vous voyez, il est tellement animé de bonne volonté. Non seulement il a débarrassé l'assiette, mais il va même nettoyer l'assiette. Alors, il met comme ça et il ouvre. Et l'eau se met à couler. Et quand l'eau se met à couler, son téléphone appelle. Et il prend son téléphone et il dit « Allô, à l'aise ?» Là, la maman dit « Je ne suis pas à l'aise, moi !» Il ne comprend rien. De quoi vous vous mêlez, maman? Et il vous dit, quoi? L'eau. Quoi, l'eau? Mais l'eau? Ou mais quoi? Facture. Oh, maman, tu es radine, on ne va pas t'enterrer avec ton argent, tu exagères. Pendant ce temps, le correspondant lui dit, c'est quoi? Non, c'est maman qui pique sa crise ici à cause de l'eau. Et la maman pique alors la vraie crise. Moi, je pique la crise, moi. Ne lui demandez pas de fermer les robinets pendant qu'il parle. La crise économique, ce n'est pas son problème. Fortis, il n'a jamais entendu parler. Il vous rend service, il nettoie la vaisselle et vous allez lui faire la remarque sur les robinets. Regardez votre enfant de 12-13 ans. Lui aussi s'est réveillé de bonne humeur. Il a décidé d'aller brosser ses dents. Ce n'est pas vous qui l'avez envoyé, hein, lui-même. Et il prend les dentifrices, il met sur la brosse. Et il ouvre les robinets. Et il commence, et l'eau coule. Et vous passez. Eric, c'est quoi? Je brosse les dents. Vous mettez les robinets. Quoi, les robinets? Je brosse les dents. Ne les grondez pas. Si vous les grondez, il va aller se suicider.
C'est quoi? On m'a demandé de fermer les robinets. Je suis en train d'expliquer tout ça à mes enfants. Et ma fille m'interrompt, papa, stop. Stop. Ça, c'est de votre temps. On n'est plus à ce temps-là. Maintenant, c'est le modernisme. Il y a beaucoup de choses. L'eau, on ne va pas rationner comme... nous, on ne sort pas de la guerre mondiale, hein, papa. Ok, d'accord. Et ma fille me dit, papa, revenons aux choses sérieuses. J'ai dit que je me marie avec un Européen. Tu as dit, tu ne vois pas d'inconvénient? Il dit, oui. Alors, papa, je vais avoir des enfants métis. Tu aimes les enfants métis? Dès qu'il me dit métis, tic dans ma tête. Je dis, oh là là, les métis d'aujourd'hui, ils ont de la chance. Ceux d'aujourd'hui, ils montrent qu'ils sont des passerelles entre le peuple. Il peut même devenir président aux États-Unis. Mais les métis de mon âge, ceux-là, ils en ont vu de toutes les couleurs. Je n'oublierai jamais cette fille sénégalaise de 35 ans. Je vais au Sénégal, j'ai fini ma mission. Au moment où je dois rentrer, on sonne à ma porte. Et je vois une fille métisse, très belle. Souvent, elles sont très belles. Elle vient sonner à la porte. Bonjour, monsieur. Vous êtes Petit Banda? Oui. Vous habitez en Belgique, monsieur? Oui. Vous rentrez dans 2 jours? Oui. S'il vous plaît, monsieur, mettez-moi dans vos valises. Amenez-moi avec vous. Non, je ne peux pas t'amener. Pourquoi je t'amènerai? Je voudrais aller voir mon papa, monsieur. Je voudrais voir mon papa. Ton papa, il est où? Il est en Belgique, monsieur. Il est en Belgique. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ton papa? Ça fait 35 ans, monsieur. 35 ans. Et toi, tu as quel âge? 35 ans, monsieur. 35 ans. Oh, ça veut dire que tu n'as jamais vu ton papa? Je ne l'ai jamais vu, monsieur. Mais qu'est-ce que tu sais de lui? J'ai sa photo. Et la fille me sort sa photo. Et je vous assure, hein, la nature s'arrange aussi pour que ce genre d'enfants qu'on a abandonnés de l'autre côté, là, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau avec son papa. Elle avait beau être de l'Afrique, hein. Elle avait beau être une Africaine, mais le visage, c'était son papa. J'ai dit, qu'est-ce que tu as encore de lui? J'ai son numéro de téléphone. Mais appelle ma fille, appelle. J'ai appelé monsieur, mais je suis tombé sur sa femme de là-bas, qui m'a grondé, qui m'a dit, pourquoi tu les cherches? C'est pas ton père, il ne t'a pas reconnu. Et la fille qui ajoute, pourtant il me connaît. J'ai dû expliquer la différence entre connaître et reconnaître. Et elle n'a pas compris. Hein. Et ça, même moi non plus, je ne comprends pas. Sur ce point-là, vous les Européens, vous êtes beaucoup plus intelligents que nous. Moi, je n'ai jamais compris. Vous avez été le seul Européen dans ce village-là. Il n'y en avait pas 2. Vous étiez seul. C'est vous qui étiez les copains de cette dame-là. Tout le monde vous a vu. Vous passiez bras dessous, bras dessous. Ok, un enfant est né. Vous regardez cet enfant métis dans le village. Tu es le seul. Tu dis, ah oui, d'accord, mais je ne t'ai pas reconnu. Génial, hein? Génial. Et je dis à la fille, mais tu sais, mademoiselle, la seule chose que je peux faire, j'ai une caméra, tu t'installes là-bas et tu parles à ton père. Quand moi j'irai là-bas, je te promets, je vais faire tout pour les retrouver. Si jamais je les retrouve, je lui donnerai la bande. Mais toi, parle-lui de manière à toucher son cœur. Comme ça, tu verras comment il va réagir. Et devant la caméra, la fille qui se lève, qui se présente. Papa, c'est moi. Regarde comme je te ressemble, 35 ans. Oh, ça va vite, hein, papa, 35 ans. Et la fille dit, papa, bientôt c'est Noël. À l'occasion de Noël, on donne des cadeaux. Noël, c'est la fête des familles. Papa, un cadeau, on ne l'a jamais demandé. Mais moi, je le demande. Et le cadeau que je te demande, papa, tu sais c'est quoi? C'est pas ton argent, papa. Je n'ai pas envie de m'immiscer dans ta vie. Les cadeaux que je te demande, papa, téléphone-moi. Même si c'est pour me dire, ne m'appelle plus jamais, ne me cherche plus. Je vais acter, mais au moins appelle-moi. Papa, j'ai un téléphone moi aussi. Elle montre le téléphone. Elle dit, à chaque fois que mon téléphone sonne, je sursaute, je me dis, qui c'est si ce n'est pas mon papa qui aujourd'hui a décidé de me parler? J'attends ce coup de fil là, papa. Et à chaque fois que c'est quelqu'un d'autre, je me dis, c'est pas mon papa. Alors, tu m'appelles, même si c'est pour me dire, ne m'appelle plus jamais. Comme ça, au moins, je cesserai d'attendre ton coup de fil. Je tournerai la page, papa. J'essaierai de faire avec. C'est tout ce que je te demande. Et moi, je prends la cassette hein, et je viens en Europe. Et je commence à mener mes enquêtes. Et on me désigne quelqu'un dans un village, un ancien ingénieur. J'ai dit, ça ne peut pas être lui. Parce que lui, il était notable dans le village. On pouvait lui donner la communion sans confession. Hein. Et je prends mon téléphone. Allô, monsieur? Vous êtes un tel? Oui. Monsieur, vous avez été au Sénégal? Oui. En telle année? Oui. Ah. Dans tel village? Oui. Alors, c'est vous que je cherche, monsieur. Il dit quoi? Je vous ai apporté une cassette de votre fille qui a 35 ans et qui vous cherche. Je ne veux pas savoir, monsieur. Je dis, bah, attendez, monsieur. Est-ce que vous avez compris ce que je vous explique? Je ne veux pas savoir. Et il a coupé la communication. Ça ne va pas me choquer. Mais ce qui va me choquer, c'est mes amis européens. À qui je vais raconter ça? Et ils sont tous unanimes. Hein? Ils me disent, mais puis, tu n'as pas un beau rôle. Hein?
qu'est-ce que tu vas venir à t'immiscer dans la vie de quelqu'un ici? Je dis, pardon, vous appelez ça m'immiscer dans la vie de quelqu'un ici? Lui, il avait le droit d'aller tirer des balles perdues chez nous. Alors j'ai dit, monsieur, vous allez voir ce que vous allez voir. Je lui ai écrit une lettre, monsieur. Vous avez fait l'amour avec cette femme-là? Vous avez eu du plaisir? Très bien. Et au-delà du plaisir, monsieur, la fille, elle n'a rien demandé, elle. Hein? Elle n'a pas demandé de venir. Alors, s'il vous plaît, je vous envoie la cassette. Regardez, ne serait-ce que ça. Voyez votre visage à travers ce visage-là. Et si vous avez envie d'entrer en contact avec elle, voici mes coordonnées, je vous faciliterai la tâche. Ou alors voici son numéro si vous voulez la contacter directement. Et j'ai envoyé. Et vous pensez que ce monsieur-là m'a jamais contacté? Et la pauvre fille, elle me téléphone. Dis-moi, puis, comment mon papa a réagi quand il m'a vu? Non, je ne sais pas, j'avais envoyé à la poste. Ah, je comprends pourquoi il ne m'a pas encore écrit. Mais vas-y, puis va lui expliquer toi-même. Décris-moi comme tu m'as vu. Je suis bien, non? Pauvre fille, si elle savait que le petit peut appeler la police et qu'on peut m'arrêter. Ça, c'est la fille. Mais le garçon, lui, l'autre métis, lui, le garçon, il avait de la chance, lui. Il avait étudié, donc il avait des moyens, cadre dans une entreprise. Mais lui aussi, il n'arrivait pas à tourner la page. Lui aussi se disait, un jour, mon papa m'appellera. Et comme papa n'appelait pas et qu'il prenait de l'âge, il dit, je vais alors les chercher moi-même, puisque j'ai les moyens de le faire. Quelqu'un lui dit, fais vite, hein, parce qu'il n'a pas une bonne santé, il peut partir avant. Et lui dit, il ne faut pas qu'il parte avant que je vienne. Oh, le temps de chercher le visa à Kinshasa, le temps de prendre l'avion. Il arrive trop tard, l'homme est décédé. Et il se présente quand même dans la famille. Il n'avait même pas besoin de dire qui il était. Il était le sosie de celui qui était mort. Et il leur demande, est-ce que papa vous a parlé de moi? Oui, 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 il nous a parlé de vous, mais nous n'avons pas envie d'entrer en contact avec vous, monsieur. Il est mort, c'est fini. Nous, on ne vous connaît pas. On l'accuse tout de suite d'être venu chercher sa part de l'héritage. Il leur dit, non, 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 ce n'est pas pour l'héritage. Je suis bien au Congo, moi. Je suis cadre dans une entreprise. Ah non, allez-vous-en, on n'a pas envie de vous voir. Mais comme en Afrique, on respecte beaucoup les aînés. Comme en Afrique, il y a un rite. Nous, on est des mondes des rites. Quand un papa est mort, il faut que le fils arrive sur la tombe de son père. Le gars, il a acheté des fleurs. Il a demandé à la famille, vous ne voulez pas de moi, d'accord, mais montrez-moi au moins sa tombe. Vous allez voir avec le fossoyeur. Hein. De toute façon, c'est marqué sur une croix. Et le type va aller au cimetière. Il va chercher la tombe de son père. Il va déposer les fleurs en disant à son papa, papa, j'étais venu te parler, j'étais venu te voir. J'arrive trop tard, mais ce n'est pas grave. Au moins, je suis arrivé. J'ai fait mon devoir filial. Et il dépose les fleurs. Et il rentre vers ses frères d'ici et il leur dit, oh, je viens vous dire au revoir. Je vous donne quand même ma carte de visite à toute fin utile. Quand vous aurez partagé les biens de mon père, quand vous aurez tout bouffé, quand il n'y aura plus rien, si jamais quelqu'un parmi vous se souvient qu'il y a en Afrique quelqu'un qui a le même sang que vous, eh bien, vous pourriez me faire signe à ce moment-là. Il a fait ses valises et il est parti. Ma fille va m'interrompre. Papa, stop! Ça, ce n'est pas de notre temps. Si je me marie avec un Européen aujourd'hui, ça sera un mariage d'amour. Allez, revenons à nos moutons. Et ma fille me demande, papa, dis-moi, tu as dit que tu ne veux pas de bout de chemin? Je dis, d'accord. Tu veux que nous nous allions le plus loin possible? D'accord. Alors, le secret, c'est quoi? Comment on fait pour aller le plus loin possible? Je trouve cette question géniale. Un peu comme cette femme européenne qui vient me voir. Puis, on peut se tromper une fois dans le choix, oui ou non? Je dis oui. Alors, je me suis déjà trompé. Puis, on peut se tromper une deuxième fois encore, non? Si, on peut se tromper. Oui, je me suis déjà trompé. Mais puis, s'il te plaît, celui que je viens de trouver maintenant, je voudrais qu'il soit l'homme de ma vie. Je ne veux pas répéter ce qui s'est passé. Dis-moi, le secret, c'est quoi? Je vais répondre donc à cette question. Souvent, quand je vois des gens qui se sont mariés ou qui se sont ensemble, je leur demande, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Ils répondent tous, c'était un coup de foudre. Mais je ne sais pas si le foudre fait l'inverse aussi, je ne sais pas. L'amour, est-ce qu'il part en un jour ou bien est-ce qu'il part petit à petit? Et au cas où il partirait petit à petit, pourquoi ne pas rafistoler le fond et voir qu'il est en train de se perdre? C'est à cette question que je vais répondre. Mais je voudrais que vous vous teniez tranquille. La réponse que je vais donner maintenant, je vais puiser les exemples dans la vie des Africains. Comme ça, vous n'allez pas dire, puis il nous pointe du doigt, soyez tranquille. Je puise dans la vie des Africains, mais vous verrez si ça ressemble un peu à ce que vous vivez. Allez, je prends un couple classique en Afrique. Monsieur et madame. Alors, le couple classique en Afrique, monsieur et madame, c'est quoi? Puisque la femme est allée aux études un peu en retard par rapport à l'homme, chez nous, vous trouverez un médecin marié avec une infirmière, prof d'UNIF marié avec institutrice, donc c'est encore ce décalage-là. Alors, on prend mon exemple, cadre dans une entreprise, je travaille dehors et ma femme travaille à la maison.
j'insiste bien, travaille à la maison. Quand on a 6 enfants comme les miens, plus un mari en plus, qui est plus enfant que tous les enfants réunis, ça fait du travail à la maison. Alors je prends ces couples-là. Allez, voilà comment ça se passe. Ma femme et moi, nous avons passé une bonne nuit. On se réveille le matin de bonne humeur. Moi de bonne humeur, elle de bonne humeur. J'aime beaucoup ma femme m'aime beaucoup. Voyons maintenant comment ça évolue dans la journée. Je suis devant mon ordinateur en train de préparer une disquette avec laquelle je vais aller au travail. Pendant ce temps, ma femme qui veut aller au magasin vers 10 h, elle passe déjà l'aspirateur. Vous voyez le programme? Moi devant mon ordinateur et elle passe l'aspirateur. Alors, du haut de mon ordinateur, je vois que ma femme, pendant qu'elle passe l'aspirateur, elle a pris le pot de fleurs et l'a mis sur le coin de la table. Et moi, du haut de mon ordinateur, je vois ce pot de fleurs qui est sur le coin de la table. J'ai peur que le pot ne tombe et ne se casse. Je décide donc d'attirer l'attention de ma femme sur le pot de fleurs qui pourrait se casser s'il tombait. Et vous allez sentir même dans le ton de ma voix que j'aime beaucoup ma femme. Alors comment je vais dire? Je dis, chérie, oui, attention, le pot de fleurs peut tomber. Je ne sais pas comment les chéris qui sont dans la salle réagissent. Mais la mienne, vous savez comment elle va réagir? Elle va continuer à faire ce qu'elle faisait comme si elle n'a rien entendu. Et moi, je me dis, peut-être qu'elle n'a pas entendu. Je vais augmenter le volume. Et j'augmente le volume. Chérie, le pot peut tomber. Ma chérie à moi, elle continue à faire ce qu'elle faisait. Là, je crie, chérie, le pot peut tomber. Elle continue à faire ce qu'elle faisait. Parce que ma chérie à moi, elle a ses principes. Je commence d'abord une chose, je termine. Et je vais à la deuxième chose. Je n'aime pas, quand je suis à une chose, que quelqu'un vienne m'enlever de cette chose-là pour m'envoyer à une autre chose pour que je revienne à la première chose. C'est lui qui voit qu'il y a une chose qui n'est pas à sa place, il n'a qu'à s'en occuper lui-même. Et moi, je me dis, tête de mule, elle ne comprend jamais rien. Et qu'est-ce que je fais? Je zappe. Vous, les hommes qui êtes dans la salle, retenez que lorsque vous avez zappé, madame n'a pas zappé. Hein? Et je termine, j'ai ma disquette. Maintenant que j'ai ma disquette, coïncidence, elle a fini la première chose. Comme elle a fini la première chose, elle arrive maintenant là où il y avait le pot de fleurs. Elle me regarde et dit, viens ici. Alors vous les dames qui êtes dans la salle, puisque j'avais déjà zappé, quand vous m'appelez là, je ne sais pas pourquoi vous m'appelez. Il y en a qui se reconnaissent, hein? Et ma femme qui me dit, écoutez, ma femme qui me dit, est-ce qu'il est tombé? Moi j'ai dit, mais je n'avais pas dit qu'il allait tomber. Tu as dit? J'ai pas dit. Tu as dit? J'ai pas dit. Ma femme a entendu, le pot va tomber là où j'avais dit peut tomber. C'est pas la même chose. Comptez le nombre de fois où nous nous sommes disputés. Tu as dit, j'ai pas dit. Comptez le nombre de fois où vous avez été étonné, vous, d'apprendre que même au service, un tel a dit que toi, tu as dit. Vous, les intellectuels, faites attention. Chérie, le soir, tu fais attention à la cuisine. Il est probable que je vienne avec mes copains. Et vous partez. La pauvre, elle s'affaire, elle prépare pour 3. Et le soir, vous revenez tout seul. Mais tu avais dit que tu venais avec tes copains. Ah non, j'avais dit, il est probable. La prochaine fois que votre compagne vous dit, j'ai pas dit, n'insistez pas pour dire tu as dit. Dites plutôt, j'ai entendu. Ah oui, parfois le problème, il est de côté de celui qui entend. Parmi nous, il y a des gens qui ont des amplificateurs. Tu dis ça et il entend ça. Et parfois, il y a un enfant, maman, c'est pas ça, c'est que papa a dit. Ne t'en fais pas, moi je le connais. Quand lui dit comme ça veut donc dire que. Et nous sommes partis dans les interprétations à faire dire à l'autre ce qu'il n'a pas dit. Pourtant, on s'est réveillé de bonne humeur. Hein? Et la journée est gâchée comme ça. C'est la première chose. Deuxième chose. Pendant que je suis en train de vous parler maintenant, je code ma pensée en langage. Et vous, pour m'écouter, vous décodez mon langage pour savoir ce que je pense. Moi, j'ai une vitesse de codage et vous, vous avez une vitesse de décodage.
Théoriquement, ces deux vitesses devraient être harmonisées. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ça peut donner des situations explosives. Si c'est un homme qui est lent, il y en a qui poussent la lenteur jusqu'au silence. Et là, madame qui dit, je te parle. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Prenons l'exemple de mon couple. Vous me voyez parler, moi je suis speed. Ma femme, elle est lente. Alors, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Alors, moi qui suis speed, je viens à midi, j'ai une question à poser à ma femme. Je vais la poser lentement. Chérie, en mon absence, quelqu'un est-il venu me chercher? Ça, c'est la question que j'ai à poser à ma femme. Mais comme je suis speed, j'entre. Chérie, quelqu'un est venu me chercher pendant que j'étais parti? Chérie, quelqu'un est venu me chercher pendant que j'étais parti? Et comme ma chérie est lente, elle prend d'abord le temps de digérer. Pendant qu'elle digère, je te demande si quelqu'un veut me chercher. Mais laisse-moi réfléchir, vous me dites si quelqu'un veut me chercher. Et ma femme prend d'abord le temps de digérer ma question. Pendant qu'elle digère, je bout d'impatience. Et une fois qu'elle a digéré, elle reprend ma question. Ah, tu veux savoir si quelqu'un est venu te chercher? Oui! Maintenant, elle va me répondre. Écoutez comment elle va me répondre. C'est vrai, j'étais assis ici. J'ai entendu comme si on sonnait. Je me suis dit, c'est à la porte ou à la télé? Et je me suis dit, et si j'allais voir? Et j'ai pris le livre que je lisais, j'ai mis ici. J'ai marché jusqu'à la porte. J'ai pris le poignet, j'ai tourné une fois. J'ai entrouvert. J'ai sorti la tête pour regarder. Pendant ce temps, celui qui est pressé, stop! Et celui qui dit stop parce qu'il est rapide, quand tu commences, tu me tortures. Stop! Et vous savez comment il va réagir? Tu vois, tu ne me laisses même pas terminer. Parfois, c'est maman et les enfants aussi. Hein. Ils n'ont pas le temps, les ados. Hein. Ils vont dire, mais vas-y, droit au but, maman. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais laisse-moi t'expliquer. Non! Quoi m'expliquer? Mes amis m'attendent. Savoir aller droit au but. Troisième chose que je vais vous dire, observez bien autour de vous. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le voisinage. Il existe des gens parmi nous hein, qui n'ont jamais tort. Ça existe. Il n'a jamais tort. Qui a tort? Toujours ma femme. Moi, jamais. Vous pouvez nous prouver que la femme n'était pas là ce jour-là. Ah, alors c'est le contexte. Ça ne peut pas être moi. Toujours mon conjoint. Toujours. Ça existe des gens qui n'ont jamais tort. Si vous avez un mari comme ça, prenez votre croix. Jamais tort, ça existe. Maintenant, regardez mes mains. Je vais vous montrer comment ça fonctionne dans les couples. Ma main droite, c'est monsieur. Ma main gauche, c'est madame. Et je fais les mains comme ça. Quand je mets les mains comme ça, c'est pour dire la balle est à terre. Nous nous réveillons le matin tous les deux. On a passé une très bonne nuit. On se réveille le matin, balle à terre, c'est-à-dire de bonne humeur, tous les deux. Nous allons voir comment ça évolue dans la journée. Et alors, on avait déjà dit hier soir, chérie, tu fais quoi demain? Ma chérie m'a dit, j'ai travaillé trop aujourd'hui. Demain, je fais la grasse matinée. Ça, c'est le programme de ma femme. Elle va faire la grasse matinée. Mais moi, j'ai dit, on a dit qu'il y aurait des manifs dans la ville. Il va falloir que j'aille plus tôt. Sinon, je vais traîner dans les embouteillages. Vous voyez le programme? L'un qui va se réveiller très tôt pour ne pas tomber dans les embouteillages. L'autre qui va faire la grasse matinée. Mais moi, j'ai prévenu aussi ma femme. Tu sais, chérie, demain, je vais porter ma chemise bleue. Je n'ai encore rien dit, madame. Donc, demain, je vais porter ma chemise bleue. Alors, je me réveille le premier. Comme ma femme va faire la grasse matinée, je ne la dérange pas. Je me lave et je vais à l'armoire chercher ma chemise bleue. Et je ne vois pas ma chemise bleue. Mais je suis de bonne humeur. Et je décide de me faire aider par ma femme, qui dort. Et vous allez voir même la manière dont je veux poser la question, je l'aime beaucoup. Chérie, oui, je ne vois pas ma chemise bleue. Je ne sais pas comment les chéris qui sont dans la salle réagissent. La mienne, elle va me dire, prends une autre chemise. Alors là, moi qui étais réveillé de bonne humeur,
qui avait programmé la chemise bleue. Je me sens contrarié. On m'impose maintenant une autre chemise que celle que j'avais prévue. Alors, au lieu de rester bas à la terre, je vais monter d'un cran. Non, je veux ma chemise bleue. Et je monte d'un cran. Et ma femme fait toujours beaucoup d'efforts pour rester bas à la terre. Hein. Elle dit, tu sais, il y a 20 chemises repassées là-dedans. Je veux la bleue. Je l'avais dit depuis hier. Et je monte encore d'un cran. Et ma femme, dans le lit, s'est dit, je suis en train de faire un cauchemar. Il ne peut pas gâcher cette journée qui a si bien commencé à cause d'une bête chemise bleue alors qu'il y en a 20 là-dedans. Ma femme s'est dit, en ce moment précis, il y a des couples qui ont de vraies raisons pour se disputer. Et lui, il va me gâcher la journée à cause d'une bête chemise bleue. Et il y en a parmi nous. Hein. Quand ils sont en colère, ils parlent, ils montent. Et madame s'est dit, est-ce que je rêve ou est-ce que c'est vrai? Elle se réveille, elle se frotte les yeux parce qu'elle pensait qu'elle rêvait. Elle vient, elle me trouve là, comme ça. Elle me dit, avoue que tu cherchais un prétexte. Tu ne peux pas me dire que ça, c'est à cause de la chemise. À cause de la chemise! Elle me dit, stop, reste là, tu vas monter au plafond. Et je suis là, monté. Et ma femme s'est dit, je vais faire des efforts. Je ne veux pas prêter le flanc à l'ennemi. Je ne veux pas qu'on dise que c'est encore moi. Elle fait beaucoup d'efforts pour se maîtriser. Françoise, maîtrise-toi. Elle prend la chemise bleue, elle prend le fer à repasser, ça ne dure que 3 minutes. Elle me donne ma chemise bleue. Vous les dames qui êtes dans la salle, sachez que nous les mecs, dès que nous avons notre chemise bleue sur les épaules, on descend d'un cran. Alors mon collègue vient me chercher parce que nous faisons le covoiturage. Avec mon collègue, nous parlons sport, je descends. Nous voyons les paysages, je descends. J'arrive au bureau, un collègue me donne un café, je descends. Mon chef me dit, le travail que tu avais fait hier, j'ai vérifié la nuit, c'était très bien fait. Bas la terre, mais où c'est? Au bureau. Pendant ce temps, ma femme qui avait fait beaucoup d'efforts pour rester bas la terre, une fois que je suis parti, ma femme commence à se poser des questions. Il ne m'avait jamais parlé comme ça avant. Tout ça pour une chemise bleue qu'il ne pouvait pas repasser lui-même. Mais pour qui il me prend? Je ne suis pas son esclave, moi. Et ma femme téléphone à sa copine. Et les copines n'ont jamais été bonnes conseillères en cette matière-là. Et la copine qui lui dit, méfie-toi ma chère, lorsque tu vois un homme qui commence à chercher une autre chemise que celle que toi tu as prévue, peut-être qu'une autre femme veut le voir dans cette chemise-là. Là, c'est madame qui est montée. Quand il viendra à midi, il va voir de quel bois je me chauffe. Et il vient à midi. Vous, les dames qui êtes dans la salle, moi, Pichi Banda, je témoigne au nom de tous les hommes présents dans cette salle que puisque nous, les hommes, à ce moment-là, je suis bas à la terre. Quand je viens à midi, je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Et je suis sincère, lorsque je vous pose la question, je dis « Chérie ». Elle me dit « Chérie ». Et là, je dis « Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en mon absence ?» Et ma femme me dit « Pas en ton absence !» Oui, mais quand je n'étais pas là, c'est quoi? C'est qui s'est passé? Parce que je l'avais laissée de bonne humeur, non? Elle était bas à la terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en mon absence? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Non, je ne sais pas. Le matin. Quoi le matin? Mais tu fais exprès ou quoi? Non, je ne vois pas. Tu ne vois pas? La chemise bleue. Oh, et c'est pour ça que tu te mets dans ces états-là. C'est moi qui me mets dans les états? C'est moi qui me mets... Ici, dans la famille, il y a une fille de 15 ans. Complexe d'Édipe oblige. Elle prend parti pour son papa et dit à sa maman, « Maman, tu exagères. Papa arrive à peine. » De quoi tu te mêles? Quand je parle avec ton papa, c'est pas ton problème. Et la fille qui dit, « Papa, viens manger. » Maman est toujours comme ça, t'as vu toi-même. Hein? Quand tu n'es pas là, c'est nous qui subissons tout ça. Voilà papa qui va à table invité par sa fille. Et il fait des efforts pour rester bas à la terre parce que l'après-midi, il prend la voiture. Il ne faut pas qu'il fasse un accident.
Et quand il a fini de manger, il prend la voiture. Il n'a pas eu son bisou à l'arrivée, il ne l'aura pas non plus à l'aller. Alors dans la voiture, c'est papa qui commence à ruminer lui aussi. Ma femme n'est pas gentille. Elle s'est fâchée parce que j'ai réclamé la chemise. À qui aurait-elle voulu que j'aille réclamer la chemise si ce n'est pas à elle? Tous les hommes réclament les chemises à leurs femmes. Moi j'ai réclamé, j'ai mal fait. Quand elle me réclame des choses, moi je donne. Moi j'ai réclamé, elle s'est fâchée. Je suis en colère moi aussi. Là il arrive au bureau en colère. Alors les collègues du matin lui disent, mais tu étais de bonne humeur le matin. Et il raconte l'histoire de sa femme. Et les collègues lui disent, tu sais ce que tu devrais faire après le boulot? Tu viens avec nous, hein? On va prendre un verre de bière. Ça va te changer des idées. Bonne résolution. Pendant ce temps, quand il est parti, madame s'est dit, je me suis fâché pour rien. Il n'y a pas une autre femme. La preuve, il est revenu à midi. Il n'y a que moi. Ma copine m'a induit en erreur. Quand il viendra le soir, on va s'arranger. Mais elle ne sait pas que les amis lui ont donné une bonne idée. Hein? Maintenant, je pose la question. Vous, les chéris et les chéries qui sont dans la salle, quand vous avez dit « on va s'arranger », que faites-vous pour vous arranger? Le mot « pardon », nous ne savons pas le prononcer. Hein? Beaucoup d'amour propre. Alors quand on dit « on va s'arranger », ça dépend, chacun a sa technique. Nous, les hommes, qu'est-ce qu'on fait? On achète des fleurs. Un jour, j'étais chez un fleuriste. Je vois un homme qui arrive en trombe. « Madame, faites-moi un joli bouquet de fleurs. » À quelle occasion? Pour une femme en colère, madame. Et les autres femmes qui étaient dans le magasin, quand elles ont entendu, elles disent « Oh, c'est mignon. Si c'est moi, je craque. » Je dis « Oui, mais toi, tu craqueras la mienne. Je ne sais pas s'il va me jeter ça à la figure. Hein. » Donc, nous les hommes, nous apportons les fleurs. Et les dames, qu'est-ce que vous faites? Chacun a son truc. Mais ma femme à moi, vous savez ce qu'elle va faire si elle veut s'arranger avec moi? Elle va préparer mon mets préféré, que nous allons manger chaud à 20h. Hein, à 20h. Mais les amis m'ont donné une bonne idée. Pendant qu'elle s'affaire à la cuisine, à faire mon mets préféré que nous allons manger chaud, moi j'ai fini mon travail, je vais avec mes amis. Premier verre de bière, ça me change des idées. Deuxième verre de bière, ça me change des idées. 5 bouteilles plus tard, les idées tout à fait changées. 10 bouteilles plus tard, bas la terre, mais où c'est? Au cabaret. Pendant ce temps, mon mets préféré est prêt. On va les manger chaud à 20h. 19h, il devrait déjà être là, non? 19h30, qu'est-ce qui se passe? 20h, vous appelez, j'ai fermé mon téléphone. 21h, je mange ou je l'attends. 22h, vous regardez la télévision, il n'y a rien d'intéressant. 23h, il va voir de quelle voix je m'échauffe. Minuit, les enfants allaient dormir. Si vous entendez du bruit, ne vous réveillez pas. Et je reviens à minuit, bas la terre et ivre à la fois. Là, que tu sois monté ou descendu, je ne vois même pas. Et pour tout arranger, je vomis dans le canapé. Un jour, il y a une dame qui m'a écrit une lettre. Puis, merci beaucoup pour ton spectacle. Ça va beaucoup mieux dans notre famille. Je dis pourquoi? Il dit maintenant, quand il monte, puis je fais un effort, je reste. Et une fois qu'il est là où je dis, je suis ici, tu veux bien descendre? Et quand il descend, on se retrouve. Dernière chose que je veux vous dire. Je suis en train de vous parler maintenant. Et j'utilise un langage qu'on appelle langage verbal. Mais il n'y a pas que le langage verbal. Il y a aussi le langage gestuel. Il y en a qui parlent les deux à la fois. Toi, je ne sais pas ce qui me retient. Un jour, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Eh bien, les dames, la prochaine fois qu'il va vous parler comme ça en gesticulant, ne le suivez pas dans ses gesticulations. Laissez-les gesticuler. Et quand il va faire « toi », dites-lui « stop », reste un peu comme ça. Et quand il va rester comme ça, dites-lui ce proverbe d'Afrique. Lorsque tu as un doigt accusateur pointé sur ta compagne,
Regarde les autres doigts, ils te pointent à ton tour. J'ai encore une courte histoire pour la route. Je vais demander qu'on allume dans la salle. Nous allons échanger un peu, vous et moi, pendant 2 ou 3 minutes. Et puis je reprends la parole, je raconte la dernière histoire. En attendant, je vais vous demander de bien vouloir applaudir les régisseurs qui font un travail, Alain, là derrière. Je sais que la première question est toujours difficile à poser, alors on peut passer à la deuxième directement. Un jour, j'ai joué ce spectacle à Bruxelles. Et pendant que je joue, je vois au premier banc le ministre à la Défense, en train d'applaudir. À côté de lui, il y avait le général. Mais à côté du général, il y avait madame, l'épouse du général. Et je vois le général content. Le général qui applaudit. À la fille du général, tu es content, c'est quoi? Il me dit, monsieur, toutes mes chemises sont bleues. Comme ça, il y en a toujours une de repassée. Problème résolu. Alors, il y a une dame aussi, une dame belge. Et après le spectacle, cette dame, elle m'a écrit, hein, au lieu de prendre la voiture et de rentrer chez elle à la maison, elle est allée chez sa mère. Elle avait rompu avec sa mère depuis plus de 10 ans. Pour un grave problème de famille, au décès de leur papa, héritage, des choses comme ça. 10 ans qu'ils ne se parlaient pas. Et quand elle est sortie de mon spectacle, elle est allée chez sa mère. Et quand elle a sonné, la mère, voyant l'enfant, elle a eu peur qu'on allait l'agresser. Et la fille est entrée, elle a embrassé sa mère. Maman, nous avons perdu 10 ans pour rien. Elle a dit à sa maman, on va chez notre soeur aussi. Ils sont allés chez la soeur, ils n'ont même pas attendu le matin, ils ont fait la paix cette nuit-là. Elle m'écrit la lettre pour me remercier d'avoir fait la paix avec sa maman et sa soeur. Mais elle ajoute au bas de la lettre, quant au reste du monde, ça prendra encore un peu plus de temps. Et ça, je trouve génial. Hein? Ça veut donc dire que le doigt accusateur, là, hein, il est pointé sur les autres, n'est-ce pas? Et quand vous regardez les autres qui vous pointent à votre tour, c'est du travail à faire sur soi. Hein? Parce qu'il n'y avait pas que maman et ma soeur, il y a même tout le reste du monde. Et quand il y a tout le reste du monde, posez-vous un peu la question de votre côté aussi. Voilà. Je réponds à vos questions. Alors, tu as quel âge là, dans le fond? 16 ans. Tu aurais voulu être à l'école où j'ai été? Tu aurais voulu étudier à l'école où j'ai étudié, moi? Non. Pourquoi non? Je sais pas. Quand vous demandez aux jeunes, ah non, moi je ne peux pas étudier à l'école où tu as été, hein. C'était trop sévère. D'accord. Ça veut dire que l'école d'aujourd'hui, c'est une bonne école. Mais pourquoi c'est vous qui voulez vous suicider? Nous, on a été à l'école des missionnaires, on ne s'est pas suicidé. Et vous, vous êtes bien. Moi, j'ai envie d'étrangler les enfants. Vous avez déjà vu vos enfants quand ils mangent? Nous qui avons vécu des choses difficiles, il n'y a pas à manger, on prie pour manger. Mais maintenant, regardez vos enfants manger. C'est quoi? Il y a de la graisse ici. Il y a de la graisse. Il y a de la graisse. Et quand ils ont fini de manger, vos enfants, allez voir sur la table. Sur toutes les assiettes là. Vous avez un repas, hein? Ah oui, vous avez un repas. Là, c'est quoi? Il y avait de la graisse, je le sais. Ça, c'était un os, je le sais. Amenez ça dans les autres pays, vous allez voir comment on saute dessus. Hein. Alors, les jeunes qui sont dans la salle, s'il vous plaît, c'est vrai que nous avons rigolé, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vos parents, ils vous aiment. Arrêtez de vous révolter contre nous. C'est vrai qu'il y a des parents qui ne parlent pas avec leurs enfants. Quand l'enfant arrive à l'âge de l'adolescence, s'il vous plaît, parlez-lui. Dites-lui ce qui va se passer dans son corps. Il va être perturbé un peu par la maturation qu'il va avoir. Une maturation physique, une maturation sexuelle même, qui va lui donner des appétits nouveaux qu'il n'avait pas avant. Mais tout ça, si vous lui avez parlé avant, eh bien, vous allez arranger ça avec lui, vous saurez gérer ça. Moi, quand ma fille a atteint l'âge de l'adolescence, je voyais l'adolescence venir. J'ai dit, assis-toi là-bas. Elles se suivent toutes les deux. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. J'ai dit quoi? Et j'ai sorti les planches d'anatomie et de physiologie. Ah non, c'est pas à toi de nous expliquer, sa maman va nous expliquer. J'ai dit, non, non, votre maman est timide, c'est moi qui vous explique. Et je leur explique tout ce qui va se passer dans le corps. Et j'ai dit, vous allez avoir des appétits, des pulsions. Dit, hein, c'est quoi ça? Et j'ai expliqué ce que c'était que les pulsions. J'ai dit, mais quand vous allez avoir vos pulsions là, moi le papa, je serai là pour réglementer.
Alors à ce moment-là, vous allez me considérer comme un mauvais. Vous allez vous réveiller de mauvaise humeur. Et quand vous vous réveillez de mauvaise humeur, vous allez penser que c'est moi le méchant. C'est pas moi. C'est vous avec vos pulsions. C'est votre corps qui vous perturbe. Hein? Alors dès que l'adolescence a commencé, il y a une en colère, l'autre lui dit, hein, pulsion? Alors on s'en moque. Alors maintenant, elle a même peur de cacher sa colère, hein, sinon on va dire pulsion. Tu vois? Ça devient un jeu où on discute avec les enfants. Mais si vous considérez tous ces sujets-là comme des sujets tabous, vous ne les abordez pas avec vos enfants, vous les mettez devant des difficultés. Les enfants, il faut leur expliquer. Alors, vous les jeunes, parfois votre papa vous dit, on mange le soir à 19h. Oh, papa, toi aussi tu exagères. Ah oui, pour moi, le moment des repas, c'est un moment qu'il faut cultiver. C'est à ce moment-là que se tissent les liens sociaux, au moment de la table. Alors l'enfant vient, à telle heure, on mange ensemble. Et quand on a fini de manger, papa veut se lever, maman veut se lever. C'est alors que les enfants vont se lever après, pas avant. J'ai vu un jour des Américains qui sont venus étudier en Belgique, des élèves. Au moment où ils allaient rentrer, je leur demande, qu'est-ce que vous avez aimé en Europe? Elles m'ont dit deux choses. Première chose, des maisons avec une histoire. Chez nous, un building de autant d'étages, on peut vous le faire en 3 mois. Mais ici en Europe, vous trouvez un palais de justice, vous là derrière, il y a eu une longue histoire depuis le 15e siècle. Vous arrivez là, château de Godefroy de Bouillon, etc. Ça, ils ont aimé. Deuxième chose qu'elles m'ont dit, le repas. J'ai dit, le repas. J'ai dit, monsieur, en Europe, papa et maman et les enfants mangent à table. Chez eux, ils ne savent plus se mettre à table. Chacun prend son hamburger, il va au micro-ondes. Il va devant la télé, il mange. Mais ici, on mange encore. Alors, ce qu'on vous envie, là, il faut le perpétuer. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? S'il n'y a plus de questions, je vais demander qu'on éteigne et je raconte la dernière histoire. Merci. Imaginez une fois un village dans la forêt où vous avez des animaux. Il n'y a que des animaux qui vivent là-dedans. Et alors, vous avez une maman qui est la mère de tous les enfants. Mais les enfants ne sont pas tous gentils. Le serpent, quand il prend la parole, il insulte ses collègues. Regardez ma peau, elle est la plus belle, elle est luisante, ma peau. Et puis je sais aller vite, moi. Je sais siffler. Si quelqu'un m'importune, je le pique, il meurt. Je suis le plus fort. Ça, c'est le serpent qui parle. Le lézard qui s'approche, hé serpent, arrête de te vanter. Ma peau, elle est comme la tienne, mais moi j'ai quelque chose que toi tu n'as pas. J'ai des bras et des jambes. Et les papillons qui viennent, eux tous les deux, vous êtes dans la boue. Hein? Moi je vole dans les airs comme un avion. Et la grenouille qui vient. Je suis le meilleur sportif de notre famille. Hein? S'il faut aller aux Jeux Olympiques, c'est moi qui irai. Ils sont à hauteur, ils sont à longueur. Je suis le meilleur. Mais voilà un autre qui s'approche. Le pauvre, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et tout le monde lui dit, toi tu ne dis rien. Tu as vu comme tu es le plus laid. Ta peau, elle est la plus laide. Tu as même des boutons dessus. Tu ne sais même pas aller vite. Tu ne sais même pas chanter. Quand les autres chantent, toi tu fais... C'était les crapauds. Et les crapauds qui disent à ses frères, arrêtez de m'insulter. Un jour, je peux aussi vous rendre service. Hein. Commence par te rendre service toi-même. Tu ne sais même pas te protéger. Quel service tu peux nous rendre? Et la maman qui entend ça, elle intervient. Arrêtez d'insulter vos frères. Il n'y a personne qui soit meilleur que l'autre. Tous vous valez à mes yeux. Chacun d'entre vous a une richesse. Arrêtez de croire que vous êtes meilleur que les autres. Un jour passe, deuxième jour passe. Troisième jour, maman veut faire à manger à ses enfants. Elle va ouvrir les robinets, il n'y a pas une seule goutte d'eau. Oh là là. Elle va voir dans le puits, il n'y a pas de l'eau non plus. On dit, qu'est-ce qu'on va faire? Elle appelle ses enfants. Elle dit à ses enfants, l'autre jour, chacun d'entre vous pensait qu'il était le meilleur, n'est-ce pas? Vous allez me montrer en quoi vous êtes meilleur. Nous n'avons pas de l'eau, il faut que l'on mange. Prenez le matériel, allez dans la forêt, cherchez un endroit humide, creusez. Si à 5 mètres vous n'avez pas de l'eau, continuez. Si à 10 mètres vous n'avez pas de l'eau, continuez. Si à 15 mètres vous n'avez toujours pas de l'eau, vous descendez dans le puits, vous entonnez une chanson, vous allez voir, l'eau va jaillir. Et ils prennent du matériel. Ils se dirigent vers la forêt. Les crapauds est avec eux. Tout le monde regarde les crapauds. Non, toi tu ne viens pas, tu nous tapes la honte. Allez, reste. Les crapauds qui disent, pourquoi je ne viendrai pas? Mais tu ne vas même pas vite, toi, tu vas nous retarder. Et les crapauds qui disent, et les caméléons qui viennent avec vous, là, il va plus vite que moi. Ah, mais lui, il change de couleur, hein, il est beau, tandis que toi, tu n'as rien. La maman qui entend ça se fâche. Allez, vous allez avec les crapauds. Ils disent aux crapauds, viens, tu vas voir, on va te battre dans la forêt. Et ils arrivent dans la forêt. Et quand ils arrivent, ces enfants-là, ils sont méchants. Ils oublient pourquoi ils sont allés. Les serpents qui montent dans l'arbre, qui vont s'amuser. Les papillons qui volent dans tous les sens. Tout le monde va s'amuser. Il n'y a personne qui travaille. Voilà que les crapauds tout seuls se mettent à creuser. 1 mètre, il n'y a pas de l'eau. 2 mètres, il n'y a pas de l'eau. 3 mètres, toujours rien. Il appelle ses frères. Venez,
Nous allons peut-être creuser beaucoup plus profondément. Je suis à 3 mètres, il n'y a pas de l'eau. Les autres ne veulent pas. Ils creusent tout seuls, 5 mètres, rien. Ils continuent 10 mètres, rien. Et quand il arrive à 14 mètres, les autres viennent. Allez, sors du puits, parce qu'ils veulent lui voler les palmes de la victoire. Ils font le 15e mètre, et le serpent dit, c'est moi le premier, et il descend. Il n'y a pas de l'eau. Alors il dit, maman a dit qu'il faut chanter. Mais alors, chaque animal qui va chanter, il cite son nom dans la chanson. Comme ça, on dira que c'est lui qui a trouvé. Et dans ma langue, le serpent s'appelle Nyoka. Et c'est lui qui descend le premier. Écoutez bien comment il chante. Mema nyoka, nyokolola mai, minkombe bulunda toada, minkombe toa budeni mai, minkombe konje galambile, minkombe galambile konjelwe, minkombe kanko subelebele, minkombe tumbuka tuya lubelu, minkomba we. Il n'y a pas une seule goutte d'eau. Peut-être parce que j'ai chanté tout seul. On va chanter ensemble. Peut-être que l'eau va jaillir. Je vais vous apprendre le refrain, il n'est pas difficile, vous allez voir. Vous reprenez après moi. Minkombe. Allez-y. Minkombe. Vous voyez, vous chantez comme des Africains, c'est bien. Encore une fois. Minkombe. Allez-y. Minkombe. Et quand je fais les doigts comme ça, vous faites Minkomba we. Allez-y. Minkomba we. Il n'y a que ça. Mais il faut savoir où placer ces Minkombe là. Mema nyoka, nyokolola mai, minkombe bulunda toada, minkombe toa budeni mai, minkombe konje galambile, minkombe galambila konjelwe, minkombe kanko subelebele, minkombe tumbuka tuya lubelu, minkomba we. Non, vous avez oublié. Minkomba we. Allez-y. Minkomba we. Vous avez plus ou moins bien chanté, mais je vais vous demander de venir une seconde plus tôt. Mema nyoka, nyokolola mai, minkombe bulunda toad, minkombe toa budeni mai, minkombe konje galambile, minkombe galambila konjelwe, minkombe kanko subelebele, minkombe tumbuka tuya lubel, minkomba we. Il n'y a pas de l'eau. Alors le lézard vient et il s'appelle Musodo et il chante. Mema musodo, sodo lolo mai, minkombe bulunda toad, minkombe toa budeni mai, minkombe konje galambile, minkombe galambila konjelwe, minkombe kanko subelebele, minkombe tumbuka tuya lubel, minkomba we. Toujours pas de l'eau. Ils passent tous, il n'y a pas de l'eau. Alors les crapauds qui disent, laissez-moi essayer aussi. Et tout le monde dit, mais nous qui avons de belles voix, on n'a pas trouvé. Et toi, tu penses que tu vas trouver. Mais laissez-moi essayer quand même. Et le crapaud est descendu. Maintenant, vous prenez la voix du crapaud. Mema chula, chululula mai. Minkombe bulunda toad. Minkombe toa budeni mai. Minkombe konje galambile. Minkombe galambile konjelwe. Minkombe kanko subelebele. Minkombe tumbuka tuya lube. Minkomba we. Et voilà que l'eau jaillit grâce au crapaud. Et ils prennent de l'eau, ils vont à la maison. Mais ils étaient méchants, ces enfants-là. Ils arrivent à la maison, ils disent à leur maman, maman, tu sais quoi, tous nous avons travaillé. Le crapaud n'a pas travaillé. Le crapaud qui dit, pardon, maman, c'est moi qui ai travaillé tout seul jusqu'à 14 mètres. Et maman trouve invraisemblable que le crapaud ait travaillé tout seul jusqu'à 14 mètres. Maman prend le fouet, elle frappe le crapaud. Maman, c'est moi qui ai travaillé. Il frappe le crapaud, elle est au coin, tu ne manges pas aujourd'hui. Elle prend la nourriture et donne aux autres. Les crapauds n'ont pas mangé. Hein. Mais le soir, pendant qu'ils dorment, il y avait un oiseau qui avait vu toute la scène. Et l'oiseau qui vient la nuit réveille la dame. Madame, tu as été injuste vis-à-vis de ton enfant. C'est lui qui a travaillé. Les autres n'ont fait que jouer. C'est pas vrai. Mais oui, tu veux en avoir la preuve? Demain, tu les envoies. Moi, l'oiseau, je viens te prendre sur mon dos. Et je vais t'amener, je te cache dans l'arbre. Et ils viennent, tu vas voir comment les choses se passent. Et maman est cachée dans l'arbre. Les enfants ne le savent pas. Et ils arrivent là-bas. Et ils se mettent à jouer. Et ils se mettent à jouer. Et le crapaud, lui, il est dans son coin. Il dit, je n'ai pas mangé hier. On a dit que je n'ai pas travaillé. Je ne travaille pas. Et quand ils ont fini, ils voient que le soleil va se coucher. Ils reviennent. Le serpent, le premier. Il pensait que comme il y avait déjà de l'eau hier, il suffisait qu'il chante pour que l'eau jaillisse de nouveau. Mema nyoka, nyokolola mai, minkombe bulunda toad, minkombe toa budeni mai, minkombe konje galambile, minkombe galambila konjelwe, minkombe kanko subelebele, minkombe tumbuka tuya lubel, minkombe we.
Il n'y a rien. Tous ils passent, il n'y a rien. Alors ils vont supplier les crapauds. S'il te plaît, crapaud. Crapaud dit quoi? Moi, je n'ai pas travaillé. C'est ce que vous avez dit à maman. Je n'ai pas mangé. Allez-y, je veux voir ce que vous allez faire. Il les supplie. Et maman de là-haut a donc la preuve que c'est les crapauds qui avaient travaillé. Et puis à la fin, le crapaud qui dit, puisque le soleil va se coucher, je vais quand même chanter. C'est pas pour vous, hein, pour maman. Elle m'a puni injustement, c'est vous qui l'avez induit en erreur. C'est pas grave. Et il descend dans les puits, on chante pour la dernière fois. Mema chula, chululula mai, minkombe bolunda toad, minkombe toa budeni mai, minkombe konje galambile, minkombe galambile konjelwe, minkombe kanko subele bele, minkombe tumbuka tuyaluwe, minkombe we. Et l'eau jaillit. Ils prennent de l'eau, ils avancent, l'oiseau dépose maman avant. Et ils arrivent, maman, le crapaud n'a rien fait. Alors que maman avait tout vu. Maman prend le fouet, elle frappe tous ces enfants-là, elle prépare une belle table, elle dit, crapaud, viens manger, c'est toi qui manges aujourd'hui. Et quand les crapauds se retrouvent à table, il dit à maman, maman, je ne peux pas manger seul, qu'ils viennent manger avec moi. Après tout, ce n'est pas de leur faute, c'est pas eux qui m'ont puni, hein. C'est toi, maman, qui m'a puni. Tu ne m'as pas fait confiance, hein. Je te l'avais dit que moi j'avais travaillé. Il était gêné. Le crapaud a donné une leçon à tout le monde. Pour vous dire, hein, les mensonges de plusieurs font la vérité d'un jour. Mais la vérité finit toujours par triompher. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.